l'atelier du chat perché, qui est un atelier d'auto-réparation vélo, de format associatif en autogestion. Donc, quelques conseils pour le bâtiment. Donc, la seule issue de secours, c'est par là. Donc, en cas de problème, on vous laisse vous diriger par là. Vous avez des toilettes là, par là-bas. D'où la discrétion de la chasse d'eau, éviter les réserver en cas de force majeure. Pensez à couper vos téléphones portables. Pensez à vous inscrire sur la liste à l'entrée si vous n'êtes pas adhérent du chat perché. Pourquoi on accueille la réunion? On est occupant de ce local qui appartient au Grand Lyon depuis 3 ans et demi. Maintenant, donc on a de la surface, c'est intéressant et ça nous a permis de bien développer notre activité et d'accueillir nos adhérents dans de bonnes conditions, à part l'hiver où il fait un petit peu frais comme vous pouvez le constater. On souhaite rester dans ce quartier, donc on a profité de la présence du collectif Habitation Mazagran et participé à sa création pour justement maintenir une activité associative et l'accueil de différentes initiatives au sein de cet îlot, qui reste un des derniers îlots industriels de la Guillotière. Donc voilà, donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bonjour à tous et à toutes. Marine, moi je fais partie du collectif Habitation Mazagran. Et donc je vous remercie en fait de venir nombreux et nombreuses, de braver le froid. J'espère qu'on serait là encore dans 2 heures. On ne vous a pas prévenu, il fallait bien avec la couverture, mais bon, voilà, j'espère que si vous avez froid, et que n'hésitez pas à nous dire aussi, on peut faire une autre chose, enfin, voilà, on vient pas à la maison. Et donc, cette réunion publique, elle est bien à l'initiative du collectif Habitation Mazagran. Merci au chat perché de nous accueillir. Donc, un petit mot, on va faire, voilà, je vous fais une petite introduction, présenter l'ordre du jour, etc. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas depuis le début, donc le collectif est né en fait de la rencontre en 2018 d'architectes, d'habitants du quartier, de travailleurs du quartier, qui étaient tous atterrés en fait par la destruction annoncée de cet îlot. Donc cet îlot sur lequel nous sommes ce soir et autour duquel vous avez fait donc, une visite pour certains et certaines. Et donc le projet initial en fait sur cet îlot faisait table rase des 3/4 en fait de cette surface, essentiellement les bâtiments bas, en fait des bâtiments industriels. Or on a, comme vous l'avez vu dans la visite, encore un îlot qui est très vivant puisqu'on a 2 ateliers vélo associatifs, un garagiste, un carrossier. Et donc voilà, c'est pas du tout des bâtiments qui sont morts. Alors des fois quand on ne connaît pas l'îlot, on passe à côté, on a l'impression qu'il ne s'y passe pas grand chose. Mais si en fait il y a énormément de choses qui ont lieu. Et on a aussi des voisins depuis pas longtemps. Donc il y a un squat qui est ouvert, l'espace communal de la Guillotière au 45 rue Bécheville. Donc l'invitation ce soir, c'est de faire le point un peu sur l'îlot, son devenir, de voir ce qui s'est passé lors de la concertation qui a eu lieu depuis septembre, qui s'est terminée là fin février. Quid du projet aussi d'occuper le bâtiment d'à côté, qui appartient à Grand Lyon Habitat, et voilà, quelles sont les nouvelles propositions du collectif pour l'îlot, les travaux, etc. Donc, exactement, je te fais des signes quand je suis passé ça. Pour l'instant, ça va. Alors, et évidemment, un autre pan en fait, de cette réunion qui est très important pour nous, c'est d'inviter les candidats et les candidates à la mairie du 7e et au niveau métropolitain également, pour parler de leur vision en fait, de cet îlot, qu'est-ce qu'ils et elles en pensent et veulent en faire en fait, après ces élections. Et donc, voilà, c'est l'occasion de les interroger collectivement sur leur projet. Est-ce qu'ils et elles ont l'intention de maintenir cette approche de co-construction qui a tout juste commencé, ou à l'inverse, tout raser et faire le projet initial? Bon, je vais extraire, bien sûr qu'il y a plein de grilles entre les deux et on verra ce qui se passe. Voilà. Et donc, je remercie grandement en fait, les 4 personnes beaucoup plus 8 que je vais présenter qui sont là devant.
Et donc, du côté des verts, je fais dans l'ordre où vous êtes arrivés, hein, pas du tout de préférence, évidemment. On n'est pas là pour faire des choix partisans, en tout cas pour l'instant, au début de réunion. On verra à la fin tous, hein, ce qu'on va voir. Donc, pour Europe Écologie Les Verts, on a donc Fanny Libaud et Raphaël Musso. Pour Lyon en commun, Laurent Bossetti et Barthélémy Chenot. Peut-être lever les mains. Donc, Fanny Libaud et Raphaël Musso, Laurent Bossetti et Barthélémy Chenot. Comme ça, vous vous identifiez aussi. Et ensuite, on vous invitera à venir devant quand on aura justement une séance de questions. Comme ça, on voit bien qui se manifeste. Et donc après, donc, pour la biochimie, Sylvie Tomic, c'est ça, Tomic, et Eugénie Hubert. Et enfin, pour la liste respiration, donc la liste d'Anne Kimmelfeld, Marine Simoès et Loïc Graber. Voilà. L'ordre du jour, vous l'avez peut-être vu affiché un petit peu partout dans le local. Donc on va commencer, comme je disais, par quand même un retour sur la mobilisation du collectif Habitants Madagran pour planter le décor. Ça sera court, ne vous inquiétez pas, on n'a pas l'intention de parler de ça, mais quand même faire un petit point. Ensuite, on aura une première question du collectif aux candidats et candidates. Et ensuite, on donnera la parole à la salle en fait, pour que les habitants et habitantes sympathisantes puissent également poser des questions. On sera dans un temps restreint, donc on aura certaines règles j'espère qui ne sont pas trop frustrantes, mais en tout cas, on essaiera de prendre le plus de questions possible. On fera ensuite un petit interlude pour présenter les nouveaux travaux. Pareil, ce sera relativement court, mais juste pour vous donner un petit peu envie pour la suite. Et on enchaînera par une deuxième série de questions, plus brève, qui sera vraiment spécifique à Guillaume-Mazarin. Et tout ça en 2 heures de temps, donc c'est un petit peu le script, l'idée de ne pas vous endormir et puis surtout que vous ne vous appréciez pas la crème, voilà, je ne parle pas de coronavirus, je parle juste de la température, dans ce local. On prévient tout de suite que voilà, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, les candidats non plus, mais voilà, c'est le jeu un petit peu d'essayer quand même de se réunir et puis d'échanger sur cette idée. Je précise quand même que le propos de cette réunion, c'est pas de procéder évidemment à des règlements de compte, à parler trop de chiens, à citer à des batailles de coqs entre candidats, voilà. Rien de tout ça. Il s'agit vraiment d'essayer de construire ensemble un moment de démocratie. Voilà, d'illustrer un peu ou de donner un petit peu une teinte à ces élections prochaines. Et la réunion est filmée et enregistrée. J'espère que ça pose de problème à personne. C'est une question de garder une trace, de permettre à ceux aussi qui n'ont pas pu être présents de voir cette réunion. Et bien sûr de garder bien en mémoire ce que les candidats vont nous dire ce soir. Voilà. C'est pas du tout des menaces. Tout ça en totale bienveillance. Alexis, maintenant je veux bien que tu passes des films des... Non, je sais pas, tu peux commencer. Je suis un peu au milieu. Tout début. S'il faut éteindre une lumière, c'est possible, mais c'est peut-être que le temps de la présentation, c'est pas que... Pour l'introduction, ça peut faire. Alors, moi j'arrive à lire mon texte, ça va. Ok. Donc, Guillaume Madagran, sur lequel on est, aussi appelé Béchevelin par les services de la métropole, c'est donc effectivement le dernier îlot composé en majorité de bâtiments industriels dans le quartier de la Guillotière. Il fait 4300 m² et 3500 m² devaient être rasés dans le projet initial. La première spécificité de cet îlot, c'est qu'il est donc peu dense, c'est-à-dire qu'il est composé à 75% de bâtiments de moins de 2 étages ou de hangars, avec une faible densité de population et d'usagers. Et ces bâtiments datent pour la plupart de la fin du 19e. La seconde spécificité, c'est directement liée à la forte présence d'activités artisanales et productives. On a de la réparation et autoréparation de vélos, de la réparation de voitures et carrossiers, comme j'ai dit,
Et cet îlot est donc un témoin encore vivant de l'histoire productive du quartier. Alors là, juste sur cette slide, on voit qu'une des origines de la mobilisation du collectif Action à l'avance, c'est vraiment justement de constater que dans le quartier, tout ce qui était de faible densité était menacé de destruction. Donc tout ce qui est encadré en pointillé, en fait, un certain nombre de choses ont déjà disparu. Il y a beaucoup de photos à l'entrée, vous pourrez revoir ça plus tard. Donc si tu passes, tu peux décider. Donc voilà, des avant-après un petit peu de ce qui a été détruit et reconstruit. Continue. Ouais. Donc ça c'est rue Saint-Michel. Bâtiment à venir. Voilà, donc on voit un petit peu des exemples de ce qu'on... tu peux t'arrêter là. Voilà. Des illustrations. Et enfin, la troisième spécificité de l'îlot qui est très importante et qui nous amène ici aussi, c'est que l'îlot, en fait, 62% des terrains qui étaient concernés par le projet sont encore de propriété publique. Ce qui est quand même assez rare, en fait, puisque souvent, en fait, beaucoup des exemples qu'on a vus étaient de la vente de privé à privé, en fait. Donc la collectivité a acquis des terrains au fil des années. Cette situation n'est pas arrivée par hasard qu'il y ait autant de propriété publique. C'est que depuis longtemps, il y a un projet en fait sur cet îlot. Initialement, c'était le prolongement de l'avenue Félix-Faure, puis ça a été de construire, de faire des emplacements réservés pour faire des espaces verts. Et donc en emplacement réservé dans le plan local d'urbanisme, c'est un espace qui est destiné à un usage d'intérêt général, donc on peut spécifier plus que sa destination. Et donc ça nous amène à dire que l'îlot est actuellement l'objet d'un troisième projet de la collectivité. Ce projet donc, est permis par le plan d'urbanisme qui a été voté en mai 2019. On reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé avant. Et donc l'îlot fait l'objet de règles d'urbanisme spécifiques qu'on appelle dans le jargon une OAP, donc une orientation d'aménagement et de programmation. Et donc il y a des petites affiches dans la salle un petit peu partout aussi sur justement ces acronymes, parce que c'est possible en fait que certaines d'entre nous candidats les utilisent, donc voilà, c'est une OAP, c'est ça. Et donc ce projet dont on parle là, initial, c'est un projet donc, mené par le promoteur UTEI et Grand Lyon Habitat. Et donc il a posé de nombreuses questions au collectif Action Logement, à la fois sur le fond et sur la forme. Donc je vais passer la parole à Martin, qui est architecte dans le collectif. On peut défiler un petit peu. Donc ça, c'est pas délicat. C'est l'îlot tel qu'il est censé être, des dessins très fins. Encore. Donc voilà, donc ça c'est des études déjà de 2015. Avec une tête devant, qui montre un peu l'intérêt, disons, de longue date, plus ou moins de mouvement, pour cet îlot. Donc, on continue un petit peu et voir donc, ce qu'était l'ancien règlement d'urbanisme qui consacrait en fait cette ribambelle d'espace vert, cette ribambelle d'espace urbain ici, qu'il a destiné à devenir des espaces verts. C'est des emplacements réservés, donc la collectivité a la possibilité de préempter. On va passer un peu les détails. Et donc aujourd'hui, dans le règlement urbain tel qu'il est dessiné, cet îlot se transforme en un îlot qu'on pourrait appeler couronne, c'est-à-dire qu'il est bâti de façon périphérique avec uniquement une maigre percée visuelle, et on dit bien visuelle. Et en fait, il consacre, si on passe, le rassemblement surtout de parcelles existantes. Afin de donner un ensemble de une ou deux opérations, une de logements sociaux et une en accession libre, après les montages sont un peu particuliers, et d'épaisseur bâtie importante. En fait, il est un peu à l'image de pas mal de logiques actuelles, c'est-à-dire de favoriser un nombre réduit d'acteurs avec des échelles importantes au détriment d'une pluralité d'opinions. En gros, si l'on passe un peu, on a un peu simplement exprimé ce que ça donnerait en gabarit. Donc après, c'est bien sûr des documents qui nous ont été transmis suite à une réunion d'information qui a eu lieu en avril il y a 2 ans. On peut passer encore un petit peu. Donc c'est les gabarits qui sont ici mimés. Encore un peu. Voilà.
Voilà, donc là depuis le côté garage Citroën, là où vous êtes arrivé vers le bâtiment des vins déco et des télécoms, donc on voit cette petite percée. Voilà. Donc en gros, c'est vrai que c'est un peu ce qu'exprimait Marine, il y a un phénomène, disons, récurrent dans l'urbain de Faubourg à Lyon, qu'on endigue peu. C'est-à-dire qu'il y a une tendance générale à laisser se densifier tout seul de façon diffuse, donc par le simple jeu en fait de l'attrait économique, à remplir ce que le vocabulaire urbain normal appelle des dents creuses, et que nous on se plaît à appeler des dents heureuses. En fait, et donc ça entraîne à non pas la rue Corridor, mais la rue Canyon, ce qui est du coup une perte de profondeur, un rapport au ciel amoindri, une lumière en fond de rue terrible. En fait, en somme, un peu la suppression de toutes ces petites irrégularités et imperfections qui font que la ville est belle. Et sur ces mots d'esprit, je vais laisser Marine reprendre la suite. Et donc sur la forme, que ça on le fera un petit peu après. Sur la forme, on avait pas mal de questions aussi par rapport à ce projet, puisque en fait on a un petit problème de calendrier en fait dans ce dossier, puisque le projet initial qui a été effectivement présenté dans une réunion d'information par le promoteur en fait a été présenté avant que le plan local d'urbanisme permette ce projet. Donc on est en janvier 2018, réunion d'information, et le plan local d'urbanisme qui permet ce projet ne sera voté qu'en mai 2019. Et donc, ne serait-ce que ça, en fait, a quand même attiré notre attention. Et donc on s'est dit, il y a effectivement un certain nombre d'irrégularités. Il n'y aura pas forcément d'illégalité parce qu'on n'a pas été accompagné côté juridique pour vraiment juger, mais simplement en tant qu'habitants, il y a quand même des choses qui nous ont plus que surpris. Et notamment le fait qu'on ait un promoteur entre guillemets pressenti qui à l'époque n'était propriétaire que d'un seul, qui est toujours propriétaire que d'une seule parcelle sur l'îlot, qui est donc celle du garagiste Seb au coin de la rue. Et donc en fait on se pose la question quand même de pourquoi ce promoteur a voulu acheter alors qu'on devait ici avoir un espace vert. Le promoteur n'a intérêt à acheter une parcelle qui va devenir un espace public vert. La collectivité était quand même propriétaire et est toujours propriétaire d'une grande proportion en fait des parcelles. Donc c'est la proportion verte qu'on voit sur le diagramme. Pourquoi vendrait-elle à ce promoteur-là en particulier en plus sur la base de droits à construire qui sont négociés directement avec lui, puisque la valeur d'un terrain est forcément liée à ce qu'on va pouvoir y faire. Or à l'époque, encore une fois, on devait simplement avoir un espace vert ici. La collectivité a refusé pratiquement toutes les demandes de concertation et propositions du conseil de quartier, notamment qui voulait une traversée en fait de l'îlot, une vraie traversée, pas seulement une percée visuelle. Et donc avant même les résultats d'enquête publique, du rapport des commissaires enquêteurs, etc., on avait déjà un projet qui était quand même assez défini, et même un concours d'architecture qui avait été remporté pour un projet de logement social sur le parking donc au coin de l'îlot. En août 2018, le propriétaire du carrossier a souhaité vendre au dit promoteur. Le locataire Autolub, donc le carrossier, a souhaité préempter sans son droit de locataire et s'est vu refuser puisque la collectivité a préempté à sa place, donc avec un argument a priori plutôt de faire du logement social, donc une préemption pour faire un projet d'intérêt général. Donc on se demande qu'est-ce qu'elle souhaite faire en ayant préempté, si c'est pour vendre aussi au promoteur. Donc en fait, voilà, on voit qu'il y a un certain nombre de questions qui, en tant que citoyens, peuvent nous interpeller sur comment se déroule un projet urbain. Alors c'est peut-être toujours comme ça, mais nous, on se dit que c'est quand même assez anormal que ça se passe comme ça.
Et donc, je pense que je vais te passer la parole. Mais voilà, on voulait simplement dire que le collectif avec Thomas Dagrand a toujours été aussi dans une posture de construction. Donc on a critiqué beaucoup de choses, mais on a aussi toujours proposé des choses. Et notamment, on a décrit initialement 3 grands scénarios de ce qu'on pouvait faire d'autres en fait sur cet îlot. En disant, voilà, on ouvre les imaginaires, on ouvre les possibles. On n'est pas obligé de faire un îlot couronne avec le max de logements sur cet îlot. Oui, donc on a travaillé en fait à la base sur un principe où on s'est dit que le dessin pouvait être, peut être la première étincelle d'un débat. En tout cas que finalement le dessin comme outil pouvait nous aider tant à représenter notamment l'îlot, comme vous l'avez vu, c'est-à-dire représenter l'existant et en discuter, représenter aussi un devenir possible, qui était le projet donc, qui avait été de l'OAP en fait, qui était, on a souhaité représenter dans un premier temps simplement pour en prendre connaissance et le partager, parce qu'en fait les documents d'urbanisme sont assez difficilement lisibles par quelqu'un qui n'est pas entre guillemets sachant. Et donc suite à ça, nous on avait souhaité en fait aussi servir du dessin comme un outil prospectif et de discussion à partir de projets possibles. Et donc ces projets possibles, il y en avait 3 qui ont déjà été présentés, donc je vais le faire très rapidement, tu pourras passer les images tout doucement Alexis. Il y avait le premier scénario qui en fait était simplement qui partait du principe en disant en fait ce qui fait l'atmosphère du lieu c'est son bâti. Donc on le conserve au maximum en libérant simplement les situations qui étaient trop denses. Comme Alexis vous l'expliquait autour de l'îlot, c'est des endroits des fois on bouchait des cours. Et on se permettait de monter à des endroits où on le pouvait. Et on le voit sur l'image d'après, un jeu assez subtil pour toujours garder des vues, notamment sur le Citroën. Et donc là, il y avait plutôt un attachement au bâti existant et aussi aux usages qui étaient en place. Donc il y avait les usages en place, on en a mis d'autres, notamment une de marché. Deuxième scénario, il partait plutôt d'un principe différent, c'est-à-dire finalement, ce qui faisait l'âme du lieu, c'est peut-être les usages et notamment les ateliers industriels. Donc ça prenait des venelles, en fait, des venelles industrielles privées, fermées le soir, mais gérées par ces éléments-là, par les ateliers. Mais en s'autorisant un peu plus de construire. Donc on le voit aussi sur l'image d'après, on conservait, donc là c'était plutôt sur les venelles intérieures, et peut-être sur l'image d'après si on l'a, peut-être pas, non, on voyait aussi Citroën, c'était pas la même image. Et le troisième scénario, il faisait le parti pris plus important de jouer le jeu de la diagonale qui avait été identifié par le projet de l'OAP, mais d'une différente manière, c'est-à-dire en ayant plusieurs parcelles de différentes tailles permettant à tout acteur de la ville d'être là, parce qu'en fait, aujourd'hui, finalement, souvent les parcelles sont très grandes, donc ça s'adresse à des grands groupes immobiliers. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des petites parcelles autant pour des artisans que des parcelles pour accueillir, par exemple, du logement social. Et donc, c'était ce passage en diagonale, et il y avait un espace public qui se dégageait plutôt devant le parc Henri-Citroën. Voilà, on reviendra, donc c'est une vue depuis la place Mazagran, on reviendra dans l'interlude un petit peu sur cet outil dessin et où on en est aujourd'hui dans les propositions. Donc, tu peux passer ensuite dans quelques slides. Donc, entre sa création en juin 2018 et aujourd'hui, donc le collectif Thomas Dagrand a été assez actif pour donc continuer cette réflexion sur les alternatives, mobilité de quartier, etc. Et donc, voilà, vous avez vu qu'il y a de nombreux articles de presse aussi. On a fait des banderoles, on a fait des tas de choses, des réunions publiques, une pétition, de nombreux rendez-vous aussi avec les élus, pour aboutir donc, le 30 juillet 2019 à un courrier officiel donc, de Michel Lepaou, adjoint urbaniste de la ville de Lyon, et Myriam Picot, mairesse du 7e, qui se sont engagés, donc courrier à l'adresse du collectif Thomas Dagrand, engagés à ce qu'aucun permis de construire ne soit validé par la collectivité en l'état actuel du plan local d'urbanisme, et qu'une concertation démarre pour revoir, en fait, pour la refonte des règles d'urbanisme sur l'îlot. Et donc cette concertation a eu lieu de septembre 2019 à février 2020. On a eu 5 réunions de concertation qui ont essentiellement rassemblé des acteurs du quartier, et non une multitude d'habitants. Donc le Chaverché, Conseil des quartiers, l'association Sauvegarde et Envahissement de Lyon, le promoteur UTI, le bailleur social, Grand Lyon Habitat, la Guillotière n'est pas à vendre et Bringuille. Le bilan officiel n'est pas encore disponible, on espère qu'il sera rendu public. Néanmoins, on voulait juste dire quelques phrases en fait, sur notre avis sur cette
cette concertation. Donc, dès l'origine, en fait, c'était un projet qui était relativement vain, puisque en fait, les élus n'ont pas souhaité y participer finalement en présentant leur droit de réserve dû à la période préélectorale. Et donc, en fait, on n'a absolument pas pu arbitrer sur un certain nombre de choix, sur notamment les objectifs de cette concertation. Est-ce qu'il s'agissait simplement de refondre des règles d'urbanisme qui finalement restent des règles, hein. Après, le projet du promoteur peut se faire suivant ces règles, mais on n'aura aucune prise dessus. Ou est-ce qu'il s'agit d'aller plus loin? Donc évidemment, nous, on était dans une position notamment de demander à ce qu'il y ait une participation des habitants sur toutes les étapes importantes du projet, et donc jusqu'à même la remise des clés, en fait. Par ailleurs, il y a eu d'autres demandes aussi d'arbitrage. Je citerai notamment celle du Conseil des quartiers qui souhaitait élargir le périmètre et pas regarder uniquement l'îlot, mais aussi de parler dans la continuité, donc comme le projet initial, en fait, dans la continuité de ces espaces réservés qu'on a vus, et parler aussi de la friche qui est devant le Lidl, du garage devant Citroën et de la place Mazagran où il y a un bâtiment notamment qui a été détruit à l'époque, puisqu'il y a déjà eu une mobilisation sur la place Mazagran qui a été importante. Et donc en fait on n'a pas pu arbitrer sur ces questions-là. On salue quand même le travail des services de la métropole qui ont fait comme ils pouvaient en fait par rapport à la situation. Simplement en fait ici on est sur un terrain qui est assez complexe, il y a eu une forte mobilisation, on est sur du public, du privé, etc. On n'est pas sur une place publique, donc on n'a pas les mêmes méthodes, on ne peut pas employer les mêmes méthodes pour concerter. Et il y a tout à réinventer et ça se fait pas en 6 mois. Donc on pourrait dire que c'est une entreprise un peu avortée, ou alors si on voit le verre à moitié plein, on pourrait dire qu'elle est à peine ébauchée. Donc on espère en fait que tout ça va se poursuivre. Et nous en fait aussi, donc avec Thomas Lagran, en voyant que cette concertation allait quand même rester un petit peu insatisfaisante, on va dire, on s'est tout de suite engagé dans quelque chose d'assez concret. On a déposé un dossier pour occuper temporairement le bâtiment qui est juste à côté, donc le 45 rue Béchevelin, le 47 rue Béchevelin, pardon, et le 29 rue Salomon-Rénac, donc le bâtiment qui fait l'angle de la Béchevelin-Salomon-Rénac. Et donc effectivement, ce dossier pour l'instant est resté sans réponse. Donc c'est un dossier de 15 pages qui est disponible dans les tables à l'entrée, et qui a été écrit avec un certain nombre d'autres collectifs suite à une réunion publique où on a discuté justement des usages potentiels du lieu avec les habitants. Et ça reste un processus complètement ouvert où nous on ne souhaite pas réquisitionner le lieu, l'occuper pour nos besoins propres, mais vraiment d'en faire un lieu où on vit concrètement ce que cet îlot pourrait devenir. Et il y a de nombreux besoins d'activités associatives dans le quartier, et donc il y a d'autres besoins aussi qui viennent des habitants, donc on aura de quoi faire sur ces quelques 500 mètres carrés. Est-ce que... Eh bien, on va finir sur ça, simplement pour dire aussi que on a donc nos nouveaux voisins, l'espace communal de la Guillotière, qui, pour ceux qui n'auraient pas suivi, a bien eu son jugement et malheureusement est expulsable dans 2 mois. Donc on rappelle ici que c'est aussi une initiative qu'on soutient, que c'est pas forcément nos modes d'action en fait habitant Mazagran, mais que c'est aussi la conséquence d'un travail insuffisant en fait entre la collectivité et ses habitants. Il y a eu un besoin, le lieu a été ouvert, et voilà. Et maintenant on se dit que en fait c'est quand même une opération, une initiative qui est constructive, et des activités qui s'y passent en lien avec le quartier, etc. Donc on espère que les élus entreront en dialogue aussi avec ce lieu-là. Donc on va passer à la phase des questions, le premier acte des questions. Et donc je rappelle juste quelques petites règles. Que l'idée c'est vraiment que chacun et chacune s'exprime en tant que candidate. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont élues, on demande de vraiment parler en tant que futur élu. Les questions ont déjà été écrites par le collectif Habitant Mazagran, et elles pourront être complétées par des questions de la salle.
mais après une première série des autres. Voilà, et donc c'est possible d'avoir une seule prise de position par groupe politique. Et j'annonce que les questions sont de 3 types. Elles sont soit des questions de l'ordre de oui-non, avec possibilité évidemment de dire vote blanc ou oui mais à condition. Des choix multiples et des questions ouvertes avec une prise d'expression de 2 minutes maximum par groupe politique. Et donc on vous invite à venir vous asseoir en avance si vous voulez bien. Voilà. Sur les questions à choix multiples, ils peuvent soit répondre avec un seul choix, ABCD, soit plusieurs choix. À chaque fois, Marine et moi, on se relaiera un petit peu pour aussi relayer à l'oral, pour que chacun comprenne bien si vous ne voyez pas forcément qui répond quoi. Voilà, de manière à ce que ça soit le plus intelligible possible. Une toute petite minute d'organisation. Non, mais l'idée, c'est de se faire une idée chipoter en fonction de ces réponses. Non, c'est pas tellement l'idée. L'idée, c'est d'interroger. Le but de la soirée, c'est de présenter le collectif sur Mazagran, l'îlot Mazagran, les actions qui ont eu dans ce lieu, et ensuite d'interroger les candidats sur le devenir de cet îlot, et en plus du devenir de cet îlot, d'une certaine manière, sur la façon dont ils envisagent la façon de faire la ville en général. Après, c'est vrai que c'est libre aussi à chacun de déposer son bulletin dans l'urne qu'il souhaitera dimanche prochain. On n'est pas, voilà, c'est un mouvement à l'initiative de citoyens qui s'interroge à un cas précis, enfin qui s'intéresse à un cas précis, cet îlot, qui est peut-être en mesure de raconter un petit peu plus que simplement ce cas sur cet îlot précis. Marie, est-ce que tu veux commencer? Quand il est uniquement adressé à des gens qui se présentent aux élections, enfin, c'est, excusez-moi, mais en termes de démocratie, moi, je suis seul ou moi, ça me choque vraiment. Non, ça me choque pas. Non, ça me choque pas du tout. C'est très intéressant. En termes de démocratie, que ce soit en termes de démocratie, est-ce que ça te fait choquer au fait que ces questions sont posées que à des élus? Merci d'exprimer votre désaccord, mais c'est vrai que le but n'est pas ici d'organiser une réunion pour guider un vote, c'est de parler de la mobilisation autour de cet îlot et d'interroger les gens qui vont en effet se présenter aux élections et qui donc auront un rôle à jouer sur ce qu'ils en pensent. Il ne s'agit pas d'attendre une sainte parole, d'une certaine manière aussi. Le collectif, je pense, a montré par assez de réflexion aussi qu'il a des propositions à faire, mais simplement c'est un moment de débat, alors forcément il ne sera peut-être pas parfait. On essaye, on peut dire. On n'est pas des professionnels de l'organisation, et tous les gens qui ont organisé cette soirée sont bénévoles ici. Donc on essaye. Et si ça ne vous plaît pas, tant pis, on en discutera à la fin, et puis on est désolé pour vous, si vous êtes mécontents. Donc une première question, est-ce que tu veux la prendre, Marine? Non? Alors en fait, la première question qui est affichée derrière moi, à chaque fois on a une toute petite introduction et puis vient la question. Le collectif Habitons Mazagran a mis au jour le fait que le patrimoine du 19e siècle, et particulièrement le petit patrimoine ordinaire et industriel, sont en passe de disparaître du quartier et plus largement de la ville de Lyon en général. En témoignent notamment des secteurs d'intérêt patrimonial entièrement détruits, comme de l'autre côté de la place Saint-Louis, qui ont donc été déclassés, puisque tout le patrimoine qui y était a été détruit. La question est donc la suivante, une question oui-non. Êtes-vous prêt à vous engager à faire de la non-démolition la règle de base en secteur d'intérêt patrimonial, la démolition n'étant autorisée qu'à certaines exceptions, et à transcrire ce choix, une fois élu, dans les règlements d'urbanisme? J'invite chacun à s'exprimer par un petit carton. Alors, du côté donc de la gauchimie, on a un oui. Il y a un temps d'expression libre aussi pour moi. Il y aura effectivement un temps d'expression libre. Alors je vois qu'il y a une hésitation entre oui et oui avec condition de côté de Verts.
Et donc il y a un oui franc côté Lyon en commun et un oui avec condition du côté de respiration. Une deuxième question, j'espère que tout le monde a bien entendu. Le patrimoine, donc ce patrimoine qui disparaît très souvent, il est la plupart du temps démoli au profit d'une sorte de monoculture du logement peu qualitative. Le besoin en logement et l'envolée des prix concentrent le débat sur la question du nombre et de l'accès au logement, négligeant la qualité de ces derniers et leur propension à générer une ville habitable sur le long terme. Donc c'est une question ouverte. Quelle solution portez-vous pour remédier à ce problème ? Étant donné, c'est vrai, le temps de cette réunion, et c'est un peu le sens de cet exercice, on vous invite à vous exprimer de façon assez brève sur cette question, à savoir monoculture du logement peu qualitatif, comment améliorer la qualité des constructions nouvelles qui, en fait, la plupart du temps démolissent un patrimoine qui pourrait être intéressant. Quelle solution portez-vous pour remédier à ce problème ? C'est 2 minutes. Alors, je sais que c'est un exercice difficile, mais je vais laisser la parole. Je fais un peu au hasard, chacun. Déjà, merci de nous avoir invités et au collectif d'avoir organisé cette soirée. Nous déjà, sur l'îlot Mazagran, on estime que le logement n'est pas la priorité et qu'effectivement on voudrait qu'il puisse y avoir des services, de l'artisanat, des productions et éventuellement des équipements publics dont manque le 7e. Après, sur la question que vous posez, pour éviter la standardisation des logements et des constructions qu'on voit un petit peu partout et favoriser l'accès, il y a l'idée de renforcer l'office de foncier solidaire, donc, qui est aujourd'hui sous-doté, et donc l'idée c'est de pouvoir remettre de l'argent dans cet office pour permettre de dissocier le foncier du bâti et donc favoriser l'accès à la propriété. Et puis, à partir du moment où la collectivité a le foncier, essayer de faire en sorte de faire émerger l'habitat participatif et que ce soit du coup les habitants qui construisent eux-mêmes la manière dont ils voient leur logement, et ça évitera la standardisation de ces nouveaux logements. Je ne sais pas si vous comprenez. Niveau temps, c'est tout bon. Une autre... Bonsoir, donc Laurent Bosetti, tête de liste pour Lyon en commun sur le 7e arrondissement. Oui, je le rappelle, très bien. Puis j'excuse Nathalie Perrin-Gilbert ce soir qui devait être présente, mais qui est représentée par Barthélémy Chéneau, donc à mes côtés en 2e position sur la liste métropolitaine. Nous, c'est une question à laquelle on est sensible. On est avant tout une liste citoyenne, donc on est parrainé par un certain nombre de partis politiques. Pour autant, on a plusieurs colistiers, alors à la fois dans le 7e, mais aussi sur le 1er, sur le 3e, qui sont issus des collectifs d'habitants qui défendent le droit à la ville, le collectif Pardieu, collectif Mazagran, la Fabrique de la Ville dans le 1er. Alors ils le sont bien sûr sur nos listes à titre individuel, ils ne représentent pas les collectifs en eux-mêmes, mais je voulais le souligner. En fait, ce qui est finalement pointé dans cette question est assez subtil, parce qu'on parle de qualitatif, là où on a un plan local d'urbanisme et de l'habitat aujourd'hui qui mise tout sur le quantitatif. C'est-à-dire que le premier objectif, vous le savez, du plan local d'urbanisme et de l'habitat, le fameux modèle lyonnais, c'est la question de l'attractivité du rayonnement. Et c'est de faire du chiffre, c'est de rentrer 15 000 habitants par an sur la métropole de Lyon pour rayonner à tout prix. Alors à partir de là, ça devient difficile d'être coincé entre ce plan local d'urbanisme et de l'habitat et le collectif Mazagran, puisque quand on veut faire du chiffre et quand on veut libérer les énergies en confiant les clés de la ville aux promoteurs, et ben on fait du R+5, du R+6, du R+7, parce que les promoteurs ne sont pas philanthropes, ils sont là pour faire des marges. Et par conséquent, c'est difficile de faire autre chose que de la densité. Donc en fait, la première mesure que l'on proposera, c'est de ralentir la ville et de réviser le plan local d'urbanisme en revoyant ses objectifs. Et on va commencer par là. Ensuite, on sortira un panel d'outils avec on va dire, l'encadrement des loyers, l'office foncier solidaire, l'achat public de terrain. Tout ça, on peut le faire. Mais si on ne change pas le modèle, on ne changera pas la ville. Et c'est le premier point sur lequel on voulait insister. Parce qu'ensuite, les rez-de-chaussée commerciaux, les services en proximité, les équipements publics seront liés à cette mesure principale. Voilà, c'est le point sur lequel je voulais insister en introduction.
Au suivant. Comme quoi, on dit quand même pas mal de choses en 2 minutes à chaque fois. L'exercice est dur. Bonsoir à toutes et tous. Donc Sylvie Tonic, moi je conduis la liste de la gauche unie sur le 7e arrondissement. Et donc je suis accompagnée d'Eugénie Vibert qui se présente sur la circonscription métropolitaine Lyon-Sud, donc qui est deuxième sur la liste, qui est conduite par Renaud Père et qui s'excuse qu'il ne pouvait pas être présent ce soir. Moi je voulais juste revenir très rapidement sur la première question qu'on nous a posée sur la non-démolition, parce que ça me paraît être un engagement très fort effectivement, cette notion de préservation et de protection du patrimoine ordinaire et de ce qui fait vraiment l'identité de quartier, qui fait son histoire. Voilà, cette notion de patrimoine ordinaire qui a été vraiment reconnue il n'y a pas très longtemps, mais qui fait vraiment l'identité d'un quartier. Ça nous paraît vraiment essentiel et c'est effectivement au cœur des enjeux ici, de même que la question bien sûr de la densification. Alors par rapport à cette question-là, nous on estime qu'il y a des vrais besoins de logement à satisfaire. Et qu'accéder à un logement là où on le souhaite, à des conditions qui restent accessibles, c'est un vrai enjeu également. Donc il faut vraiment arriver à combiner plusieurs enjeux. Donc pour nous, l'accès au logement, c'est quand même une priorité. À des logements qui ne soient pas à des prix prohibitifs, vu l'énorme augmentation des loyers ces dernières années. Donc nous, on veut mettre en place l'encadrement des loyers. On veut aussi mettre en place, alors ça a été dit auparavant, mais un vrai établissement public foncier qui permette vraiment de reprendre la maîtrise de l'urbanisme, de dissocier le prix du foncier du prix du bâti et permettre un accès à la propriété, mais beaucoup plus élargi que ce qui se fait actuellement avec une forte augmentation du budget, et de la construction de logements sociaux accrus, etc. Ça nous paraît être un enjeu fondamental. Après, comment est-ce qu'on concilie ça avec la préservation des paysages et avec une mixité dans les immeubles, dans les îlots, parce que ça nous paraît vraiment fondamental. Il faut du logement, il faut la préservation de commerces de proximité, de locaux d'artisanat. On le voit bien ici où effectivement ça reste un des rares endroits où c'est possible. J'ai été trop longue, mais j'ai dit l'essentiel, je crois. Bonsoir à tous, Loïc Grabert, tête de liste respiration dans le 7e arrondissement. Je suis accompagné de Marine Simoens qui est colistière avec moi sur cette liste et on représente à la fois les listes de Georges Kepelic en respiration et de David Kimmelfeld pour la métropole. Alors juste un petit mot très rapide sur la question précédente. Effectivement j'ai répondu orange nous considérons que la question des démolitions doit se traiter sous un format de ne pas démolir jusqu'à preuve du contraire. On a des exemples très précis ici dans le 7e arrondissement où on a, je parle de mon expérience en tant qu'adjoint à l'urbanisme sortant, où on a imposé aux promoteurs de prouver qu'on ne pouvait pas réhabiliter un bâtiment plutôt que de le démolir. Et en l'occurrence, on y est arrivé. Donc cette règle-là, c'est celle qu'on porte aujourd'hui, ne pas démolir jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire qu'on peut réhabiliter un bâtiment et le transformer. Concernant la question qui est posée ici, l'équipe actuelle, qui est pilotée donc par David Kimmelfeld, a mis en place l'OFS, l'Office foncier solidaire. C'est un engagement très fort qui n'avait pas été fait jusqu'à présent par le président précédent de la métropole. Dans les propositions qui sont faites, c'est celui de multiplier par 2 la capacité d'investissement de la métropole sur de l'achat du foncier, parce que je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que lorsqu'on maîtrise le foncier, on est en capacité de maîtriser les prix, y compris les prix de sortie. Et donc c'est pour nous une priorité que d'avoir cette capacité d'acquisition renforcée, aussi bien pour la métropole que pour la ville de Lyon, puisque la ville de Lyon a aussi des capacités d'acquisition, notamment sur du logement social. Cette mixité, elle passe aussi par le développement d'un certain nombre d'autres outils que l'Office foncier solidaire, celui des prix maîtrisés, des prix de sortie maîtrisés, avec des outils comme le plan 3A, mais aussi en termes, parce que la question porte aussi beaucoup sur la qualité du logement. Le PLUH définit aujourd'hui une qualité de logement particulière, sauf que le PLUH il a été défini en 2012, les premières bases. On est en 2020, les logements ne se font plus de la même façon, on le voit bien aujourd'hui sur les préoccupations environnementales, et qu'il faut donc repenser avec les outils beaucoup plus réactifs, des outils d'urbanisme beaucoup plus réactifs, beaucoup plus en phase avec l'actualité, pour avoir des outils et des qualités de logement différentes et plus en phase avec la période actuelle. Alors la question suivante est très simple. Dans un récent rapport sur la consommation de matériaux dans la construction neuve et la rénovation énergétique basse consommation, VBC, l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, démontre que la construction
d'un bâtiment de logement collectif ou d'un EHPAD consomme en moyenne près de 80 fois plus de matériaux par mètre carré qu'une rénovation. Et donc la question est une question oui ou non. Demain, élu, prenez-vous la décision de raser les 3500 m² concernés par le projet initial de l'îlot Mazagran? Et donc, les cartons. Alors, les cartons se lèvent. Nous avons. Ils ne se lèvent pas beaucoup. Prenez-vous la décision de raser les 3500 m². Nous avons un carton rouge. 2 cartons rouges à droite pour Lyon Respiration. Tout le monde, voilà. Un carton rouge général, comme ça au moins c'est vu. Et ben c'est vu et entendu. Ensuite, on avait une petite question sur la démocratie. On sait bien que les concertations sont très régulièrement critiquées, comme étant souvent des opérations où tout est déjà joué d'avance, donc un peu ce qu'on a vu dans l'écran de fumée. On a vu récemment aussi, pour donner un exemple en dehors de notre quartier, sur l'aménagement de la rue Edouard Herriot avec des bacs à fleurs qui sont maintenant décriés. Et donc la concertation avait, il y avait eu une majorité très défavorable et ça a été quand même mis en place. On a présenté nos critiques par rapport à la concertation sur cet îlot. Et donc notre question est un choix multiple. Quelle manière de faire la ville portez-vous une fois élu? Donc la première réponse possible A, c'est appliquer la loi et le PLU. Donc rien de plus, rien de moins. On a des concertations existantes, on les utilise. B, concerter en amont, avant même l'existence de projets définis, dès lors qu'il existe une intention de modifier un secteur de la ville. Et C, co-construire, c'est-à-dire permettre une validation habitante aux étapes importantes d'un projet porté par la métropole, par la ville. Intention, diagnostic et des charges projet défini. A, B, C. Alors, nous avons C, co-construire pour l'équipe Lyon en commun. Un CB, concerter, co-construire pour les Verts. Un BC ou un CB de même pour l'équipe avec Renaud Père. Et un BC aussi, CB avec respiration. Gauchimie et respiration. La question suivante. C'est une question environnement. Lutter contre les effets du réchauffement climatique ne doit pas nous faire oublier qu'il faut aussi lutter contre ses causes. La place de la voiture, la place des déplacements, des activités productives sont des questions cruciales au même titre que les espaces verts en pleine terre. Parce que très souvent, sur l'îlot Mazagran, on nous a rétorqué, c'était un peu un argument du promoteur, oui, mais je fais des espaces verts en pleine terre. En même temps, en fait, la ville, ça va, quoi. C'est pas que les espaces verts en pleine terre. On s'ennuierait, et puis en fait, c'est bien de planter des arbres, mais il faut aussi faire un peu attention à des tas d'activités qui, si on les sort toujours plus loin, on multiplie les déplacements et les déplacements carbonés. Alors, question oui-non, très propre à l'îlot Mazagran. Garantissez-vous que les activités productives et artisanales de proximité en place sur l'îlot, garage, carrossier, atelier vélo du Chat-Perché, seront relogés sur l'îlot même ou à proximité immédiate, et que vous portez l'intention de multiplier ces activités productives et artisanales de proximité. On a donc un oui, un côté de respiration. Un oui. Du côté de la liste toutes les 15 qui me cèdent. Un oui du côté de la gauchimie. Un oui du côté des Verts. Et un oui du côté de Lyon en commun. Donc un oui pour tout le monde. C'est une très très bonne nouvelle. Hein. Pareil, on note. Une dernière question avant un petit interlude avec les dernières propositions du collectif. Une sixième question, une question de démocratie. Voilà. La fabrication de la ville
a fait à Lyon ces dernières années l'objet d'un entre-soi, dont les citoyens et habitants de la ville sont largement exclus. Cet urbanisme, négocié directement entre acteurs, fonde parfois deux catégories de citoyens, ceux qui ont à respecter les règles, vous et moi, et ceux qui sont en mesure de les faire pour leur propre bénéfice d'une certaine manière. Ceci est une question ouverte. Quelles mesures concrètes souhaitez-vous mettre en place pour lutter contre ce système inégalitaire? Il y a personne qui a fait l'UIH de Lyon sur le propre compte. Vous savez, le nombre de gens qui ont travaillé dessus aussi pour le bien-être. Excusez-moi, je suis dans le public, je te propose que la réunion ait lieu selon les règles de départ. On prendra les questions à la fin, monsieur. Oui, c'est vrai que ce serait pas mal, monsieur, de garder vos questions pour la fin. En fait, si vous voulez, vous avez le droit, mais pour vous répondre très brièvement, si vous voulez, ce qui se produit parfois, et ça on a pu l'observer sur plusieurs OAP de la métropole, c'est qu'en effet, en amont d'un projet qui est inscrit dans les règlements d'urbanisme, il y a déjà des promoteurs, c'est-à-dire que le projet est ficelé, et ensuite il est présenté en PLU, on attend que le PLU soit voté pour que les projets sortent. Ce qui signifie bien d'une certaine manière, c'est un urbanisme négocié en facteur. Mais ça, aucun problème, vous pourrez poser des questions à la fin. En tout cas, alors... Oh là là! Ce que vous faites, c'est pas le processus démocratique en tout cas. Non mais... C'est pas le moment, monsieur. Gardez vos réactions pour la suite. Alors sinon, on peut aussi se donner une règle quand quelqu'un, il me semble que chez Perché, ils sont habitués à ça, quand quelqu'un a tendance à faire de longs discours, on mouline comme ça. Ça exprime le fait qu'on peut aussi attendre le tour des questions, par exemple, et en effet arrêter de perturber cette réunion. Je vous laisse par exemple. Alors du coup déjà, le copinage infracteur, ça c'est non, et pour moi, pour la liste de la gauche unie, le moyen d'éviter le copinage, c'est la co-construction tout au long des processus du projet d'aménagement, donc avant, pendant et après, c'est-à-dire aller jusque même comment intégrer au jury qui retient les équipes retenues, les opérateurs parmi le jury intégré des habitants. Et au-delà de ça, je dirais, il n'y a pas ceux qui décident et ceux qui font, c'est ceux qui... Il n'y a pas non plus ceux qui savent et ceux qui ignorent, c'est-à-dire c'est comment on construit tous ensemble. C'était donc la gauche unie. Est-ce que Respiration veut prendre la suite? Oui, moi je ne serais pas aussi manichéen que votre question en disant il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. La ville, elle se construit avec un certain nombre d'opérateurs, qu'ils soient publics, privés. Je mets les habitants dans ces opérateurs-là et je reconnais bien volontiers que les habitants ne sont pas assez associés aujourd'hui, à la fois dans la construction de la ville, mais dans sa compréhension. Et parmi les propositions qu'on porte, il y a cette volonté d'avoir des ateliers populaires d'urbanisme, ici dans le 7e, mais partout dans la ville, pour que on puisse collectivement partager à la fois des difficultés et puis une somme de contraintes et d'intérêts parfois contradictoires. Somme d'intérêts contradictoires pour qu'on puisse effectivement co-construire la ville ensemble. Un exemple sur des jurys où participent déjà des habitants, je pense à un exemple dans le 9e arrondissement, à la Duchère, où les habitants participent au jury pour le choix d'aménagement de la place. Quand je dis participe au choix du jury, c'est pas simplement en amont, c'est vraiment le choix direct qui est fait par les habitants. Donc cette co-construction, elle est nécessaire aujourd'hui, elle se fait avec de la pédagogie, je l'ai dit, et elle se fait en respectant la pluralité des opinions. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les collectifs, on a des gens qui représentent le collectif. L'intérêt d'une collectivité, c'est d'embrasser la totalité des points de vue, et je ne suis pas sûr que ce soit le conseil de quartier Guillotière a le même point de vue que celui du collectif Mazagran ou que d'autres collectifs. L'intérêt d'une collectivité, c'est d'embrasser la diversité des points de vue et d'arriver à bâtir quelque chose en intégrant la totalité. C'est un exercice extrêmement complexe,
Il y a forcément des frustrations à un moment donné, et l'engagement qu'on peut prendre aujourd'hui, c'est d'être beaucoup plus dans l'écoute que ce qu'on a fait précédemment, et je reprends ma part de responsabilité là-dessus, et d'arriver à définir des méthodes de dialogue plus appropriées. Je parlais tout à l'heure de pédagogie, pour moi c'est effectivement la base de ces éléments. Oui, rebonsoir. Je me permets parce que j'avais oublié de présenter mon collègue Raphaël Michaud, donc qui est 4e sur la liste de l'arrondissement et qui est urbaniste et qui répondra aussi à certaines des questions. Sur cette question, pour nous, c'est effectivement assez clair que le PLU est construit à la fois par la collectivité et par les habitants et que les promoteurs viennent après, que ce soit les opérateurs privés et ou publics, c'est l'étape d'après, on voit du coup qui va sur quelle parcelle, etc. Donc ça, pour nous, c'est assez clair. Sur la question précédente, nous avons répondu B et C, donc à la fois co-construction et concertation sur des projets soit d'une page blanche, soit déjà existants. Co-construction parce qu'il faut qu'on arrive à repenser la ville tous ensemble et à faire travailler notre imaginaire, donc notamment sur le 7e arrondissement où on a un patrimoine industriel assez important et on en parlait tout à l'heure. Donc on peut imaginer de faire dessiner les gens, de faire des boîtes à rêves, etc. Enfin, en tout cas, d'essayer d'avoir une sorte de co-construction permanente pour sentir ce qui se passe sur le terrain et puis qu'on arrive à mettre un peu tout notre imaginaire en commun. Et puis concertation, c'est important de se dire et de dire qu'est-ce qui va être concerté ou qu'est-ce qui ne peut pas être concerté. Parfois, il y a des choix politiques qui doivent être faits, qui sont issus des élections, etc., moins de place à la voiture, etc. C'est peut-être des grandes orientations qui sont à appliquer par les élus. Et puis, il y a des choses qui doivent être concertées, mais on doit être très très clair sur ce qui est concerté. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est que la concertation puisse être suivie. C'est-à-dire, nous, on propose de mettre en place des panels de citoyens qui, ensuite, regardent comment les décisions issues de la concertation sont appliquées, pour faire en sorte que la concertation ne reste pas juste des moments de réunion publique le soir de 18h à 20h, et ensuite ça passe aux oubliettes, il y a des actes qui sont publiés sur un site internet, et puis on n'en parle plus. L'idée, c'est quand même d'avoir des gens qui fassent en sorte que tout ce qui est sorti de la concertation soit appliqué. Alors, on ne sait pas si le PLUH est rédigé par les promoteurs, par contre on peut se dire que les règles et le fonctionnement peut sans doute être perfectible. Il faut se rappeler que sur le projet Mazagran, ça a commencé par 3 décisions en 2018 de la commission permanente de la métropole. La commission permanente, en fait, c'est une instance qui a été créée par l'exécutif métropolitain et dans laquelle les élus de l'opposition ne peuvent pas siéger. Alors Mme Perrin-Gilbert ne cesse de le répéter à chaque séance en disant est-ce que le président de la métropole pourra ouvrir la commission permanente à l'opposition pour que le dialogue puisse se faire. Et cette demande n'a jamais été prise en compte. C'est comme ça que commence le projet. La deuxième étape du projet, c'est une concertation à minima, à savoir une enquête publique. L'enquête publique, c'est ce qui arrive quand tout a été ficelé et qu'on soumet le projet définitif aux habitants. C'était le stade 0 de la concertation parce qu'elle est réglementaire, elle est obligatoire. Donc il n'y a pas eu vraiment d'échange là-dessus, si bien que c'est finalement le collectif Mazagran lui-même qui a porté la concertation, avec 2 réunions qui réunissaient près de 200 habitants en 2018. C'est un peu la collectivité qui marche à l'envers, c'est-à-dire que finalement la mairie et la métropole ne l'organisent pas suffisamment. Ce qu'on propose avec Lyon en commun, alors une première mesure tout simplement qu'on applique déjà à la mairie du 1er arrondissement, c'est de faire siéger les collectifs d'habitants et les associations à la même table que les élus en conseil d'arrondissement, avec 2 pouvoirs, un pouvoir d'interpellation, c'est-à-dire des questions publiques auxquelles le maire d'arrondissement, le maire de Lyon, le président de la métropole sont obligés de répondre. Ce qui fait que finalement on a des réponses là où peut-être traditionnellement des acteurs locaux n'en ont pas. Et le deuxième pouvoir, c'est de pouvoir solliciter une concertation thématique. Et ça, c'est décidé entre les collectifs d'habitants et les associations eux-mêmes selon leurs priorités. C'est la première mesure. Et la deuxième mesure qu'on propose, elle est beaucoup plus simple. Au-delà des concertations, c'est de réhabiliter le vote, c'est-à-dire sur les grands projets d'aménagement locaux, d'organiser des scrutins, des votations citoyennes, alors parfois à l'échelle de l'arrondissement, parfois à l'échelle d'un secteur ou d'un quartier, en ouvrant la mairie pendant une semaine, en soumettant au vote comme on le fait sur un week-end électoral. Voilà, j'en dirai pas plus. Merci. Excusez-moi, est-ce qu'il me restait un petit peu de temps sur la question précédente ou pas? Parce que je voudrais juste répondre à Laurent
ne peux pas laisser dire que la concertation elle a démarré en 2018 sur ce projet-là. Dès 2014, et je pense que le Conseil des quartiers ne me démentira pas, il y a eu un travail avec le Conseil des quartiers qui était la seule instance existante en 2014 pour construire cette OAP. Alors j'entends bien que toutes les demandes du Conseil des quartiers n'ont pas été prises en compte, c'est vrai, mais je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a jamais eu de dialogue là-dessus. De 2014 à 2018, création du collectif, il y a eu du dialogue avec le Conseil des quartiers, et un certain nombre de demandes qui avaient été formulées ont été prises en compte dans l'OAP. On a invité les candidats, pas les élus. Par rapport aux autres, donc on va prendre des questions de la salle. Donc évidemment, en fait, merci de ne pas faire des longs discours parce que vous voyez qu'on est nombreux. On aimerait ça avoir le plus de questions possible. Donc ça nécessite qu'on puisse avoir des questions relativement courtes. Donc François va essayer de noter vos questions, enfin va le faire, et donc on va surtout essayer de bien la comprendre. L'idée c'est qu'on va prendre une série de questions et ensuite on va laisser les candidats répondre à ce qu'ils souhaitent. Parmi les questions, donc soit c'est des questions qui sont adressées à un groupe politique en particulier, soit c'est des questions à tous. Voilà, c'est lui qui décide. Et donc on a un micro qui va tourner dans la salle. Une question. Question. Ouais. Bonsoir à tous, merci pour l'organisation de ce temps de débat. Pour ma part, j'avais participé à la première tranche de concertation de 2009 à 2012, si mes souvenirs sont bons. Concertation qui était assez houleuse, mon voisin peut en témoigner d'ailleurs. En fait, il me semble qu'il y a plusieurs trucs, on va dire, qui pêchent. Premièrement, je parle des concertations. Premièrement, il y a le fait qu'un certain nombre de populations qui ne possèdent pas les outils techniques et donc très souvent, la plupart du temps, de facto, ils sont exclus. On ne peut pas recueillir leur avis. Ça, c'est un niveau de concertation élémentaire, donc ça nécessite, à mon avis, de la formation. Donc, je voudrais savoir que les élus répondent sur ce point-là. Et puis, la deuxième chose, c'est que les concertations, elles doivent arriver très en amont, avant la programmation des projets. Parce que sinon, effectivement, tout est bouclé. Et c'est ce qui s'est passé sur Mazagran. Je suis désolée, c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà. Comment associer le plus possible, très en amont, tous les habitants. Et pourquoi pas aller jusqu'à la codécision. Monsieur, vous voulez toujours la parole? Oui, bonsoir. J'habite dans le quartier, je travaille dans le quartier, je connais assez bien depuis très longtemps, une quarantaine d'années à peu près. Ça légitime rien. Simplement, moi j'ai aussi participé à la concertation qui a abouti à l'espace Mazagran. C'était houleux, mais en tout cas on a réussi à maintenir le jardin où il était, inscrire aussi la diagonale, alors vous appelez perspective, mais en tout cas dans la concertation il était vraiment question d'une continuité qui aille de la place Mazagran jusqu'aux berges du Rhône. Ça a peut-être été transcrit de façon maladroite dans l'OAP, mais c'est aussi le résultat d'une concertation. Après, ce qui est gênant, c'est le processus démocratique, je dirais. Enfin, il n'y a pas... Un PLU, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Quelle est votre question? Ma question, c'est comment comptez-vous résoudre la densité qu'on doit en ville au regard du développement urbain, périurbain? Je pense qu'on ne peut pas se dire, je vais garder mon atelier ici, puis je ne vais rien faire autour, alors qu'il se fait des lotissements sur des hectares. Non, mais on entend la
la question, on entend la question, c'est densité contre développement urbain. Voilà. Okay. On entend la question. On entend la question. C'est un peu le sujet depuis toujours avec les plans d'avant. Voilà. Donc on essaie de la retranscrire le mieux qu'on peut. Y a-t-il d'autres questions? Bonsoir. Il a été annoncé quasiment par tous les candidats le renforcement de l'office public foncier dans le cadre de projets comme celui-là. Ici, la métropole reste propriétaire de la plupart des terrains. Du coup, quel est l'impact du renforcement d'un office public foncier? Alors qu'on voit bien que dans un cas comme celui-là, c'est pas la propriété qui fait la capacité d'action des politiques. Et lié à ça, il s'est passé ici une intervention du privé pour la constitution des études et des inscriptions au PLU. Quelle est la position de chacun d'entre vous sur le fonctionnement, enfin, l'ordre d'intervention des acteurs quand il y a une décision comme ça, il y a un projet comme celui-là à mettre en place? Une autre question? Question au fond? Ma question concerne l'écart qu'on voit parfois entre les projets qui sont annoncés et ce qui est ensuite réalisé ou livré. C'est le mot qu'on utilise. Donc j'aimerais savoir, pour les candidats, comment ils envisagent de contrôler la réalisation des projets qu'ils annoncent jusqu'à l'obtention de ce qu'ils ont commandé au départ. Parce que j'ai entendu l'expression perte de contrôle par des personnes en charge de la réalisation de ces projets. Pour moi, c'est un problème majeur, puisque la fin du citoyen, les décisions prises sont des enjeux fondamentaux. Merci. Une autre question? Question au fond. Une question pour savoir quel autre îlot, quel autre bâtiment du petit patrimoine du 7e arrondissement vous vous engagez à protéger si vous êtes élu? Une question? On prend encore deux questions. Ah, il y a une main timide là-bas. Oui, juste pour compléter, pour aller plus loin que le petit patrimoine, en fait, toute la question des bars, des grands ensembles qu'on a aussi dans certains quartiers, c'est une forme de patrimoine. On a parlé d'énergie consommée, d'émolition, tout ça. Ouais, si vous pouvez aussi vous positionner sur ce type de bâtiment qui a un aspect un peu négatif pour certains, mais beaucoup de qualité pour d'autres. Dernière question de la salle. Je rappelle qu'après, on aura donc un temps de réponse des candidats. On aura ensuite une deuxième série on aura ensuite les travaux du collectif qui sont présentés rapidement, une deuxième série de questions et à nouveau des questions de la salle. Donc vous aurez à nouveau une occasion d'écrire un petit peu de questions dans une vingtaine de minutes. Non, personne. Allez. Donc parole aux candidats. Est-ce que tu as pu nous faire une présentation? Non. Je ne sais pas trop comment alors, question technique, comment on affiche tout ça? Si tu peux un peu l'écran, je fasse plus petit. Si tu peux enlever les espaces de question.
Alors, on n'aura pas le temps de répondre question par question. L'idée, c'est que vous répondez à ce que vous voulez. Vous avez 2 minutes. Et voilà, on ne pourra pas faire d'utilité, mais simplement, voilà, c'est votre sentiment en fait, par rapport à ce qui est demandé. Bon, 2 minutes, c'est vraiment très court. Moi, je vais m'exprimer sur la première, sur comment on fait pour associer le grand nombre d'habitants et d'habitantes sur le projet urbain. Et effectivement, des outils à trouver parce que je ne me sens pas forcément légitime pour aller en mairie discuter d'un projet en face d'élus de sa chambre pour différentes raisons. Donc l'idée, c'est de trouver des outils pour aller vers et pas attendre que les gens viennent vers nous. Donc c'est des choses que la métropole expérimente déjà, notamment en faisant appel à des collectifs, des professionnels qui travaillent vraiment sur cette question de la concertation et de l'assistance à maîtrise d'usage. L'idée aussi, une assistance à maîtrise d'usage, donc c'est complémentaire à la maîtrise d'ouvrage justement, c'est comment on fait pour aller chercher l'expertise d'usage des habitants en amont d'un projet et l'intégrer au cahier des charges de la collectivité. Pour ça, effectivement, il faut des outils et se dire que voilà, la connaissance des sachants doit être complémentaire de la connaissance du territoire que peuvent avoir les habitants H24 sur un lieu. Et dans l'arrondissement, on a, je pense, des exemples notamment sur le parc Blandan, où en termes de concertation, ça a été mené vraiment du début à la fin, et puis sur des exemples plus petits, avec notamment des instances type conseil de quartier. On a aussi l'exemple dans le 7e côté Jean-Massé de l'îlot Parmentier, où le travail sur le mail central s'est fait en collaboration avec les riverains et grâce aux promoteurs, on a pu aussi travailler avec les futurs acquéreurs du lieu pour avoir un dialogue un peu global. Je vais essayer de compléter s'il reste un tout petit peu de temps sur la question de la maîtrise foncière. Aujourd'hui, la collectivité n'est pas maître, elle ne dépose pas la maîtrise foncière de la totalité de l'îlot. Elle a lancé une acquisition foncière supplémentaire, ça a été rappelé tout à l'heure, sur un des bâtiments. Et je pense qu'on pourrait mobiliser l'office foncier solidaire sur le reste, puisqu'effectivement, si on veut maîtriser les prix de sortie de cette opération, il faut que l'office foncier solidaire, qui est un très bel outil, qu'on veut doter davantage, puisse intervenir sur cet îlot-là. Et je pense que ça peut être un bel exemple d'intervention. Sur le contrôle de ce qui est fait, je pense que le meilleur contrôle, c'est pas tant les élus qui peuvent le faire que les citoyens, et que la concertation elle doit avoir lieu en amont, mais elle doit aussi continuer en aval des projets, et qu'à un moment donné, on puisse avoir toute cette capacité de contrôler par les citoyens tout ce qui se fait du début jusqu'à la fin du process. Un dernier mot sur le patrimoine, sur le petit patrimoine. On a multiplié par 3 le nombre d'éléments bâtis patrimoniaux préservés dans le PLUH actuel, et on peut s'engager à multiplier encore par 3 par rapport à tout ce qui est à préserver. Je donne qu'un exemple, la Halle Maillet à Gerland, qui est un très beau bâtiment qu'on veut préserver pour la suite. Alors, sur la question de la conservation, reconnaître l'expertise d'usage des habitants, des collectifs, et ça passe pas seulement par cette reconnaissance dans le cadre des projets d'aménagement, mais aussi comment on donne vraiment le pouvoir d'agir et de proposer aux habitants et aux collectifs, aux associations, grâce notamment à des outils tels que le budget participatif. Donc dans le programme de la Gauche Unie, ça représente 9 millions par an à l'échelle de la ville de Lyon et 1 million par circonscription par an. Donc 1 million pour le 7e arrondissement, la circonscription Lyon-Sud, par an à l'échelle de la métropole. Sur toute la durée du mandat. Il y a donc Ah oui, et typiquement, comment aussi inverser, il y a comment inverser, il y a une question tout à l'heure sur dans quel ordre viennent les acteurs dans les projets urbains, dans les projets d'aménagement. Là, typiquement, on voit qu'il y avait tout un terreau en fait, de propositions. Comment en fait on parle de ces propositions pour en faire vraiment pour se baser sur ces propositions et dire ok, comment ça rentre dans le cadre d'un projet d'aménagement, comment ça peut rentrer dans le cadre juridique et comment les institutions, donc la ville, la métropole, sont en capacité par la suite d'accompagner ces projets. Et notamment là, nous, ce qu'on propose dans le 7e arrondissement,
c'est pas seulement de se contenter sur cet îlot Mazagran, mais c'est en tout cas d'élargir même le périmètre de l'OAP pour réfléchir aussi à l'articulation entre du coup des espaces publics, des logements, parce que c'est une nécessité, on l'a rappelé tout à l'heure, mais c'est du coup comment trouver un équilibre entre du commerce, des services de proximité, de l'artisanat, des espaces publics, des espaces verts, pour préserver une qualité de vie, une qualité d'habiter, et du coup en intégrant aussi tout le périmètre de la rue de Marseille, en piétonnisant, donc en maintenant la trame, le tram, mais du coup piétonniser cette rue de Marseille et la végétaliser, la reperméabiliser aussi. Voilà. Sur le... Je ne sais pas si j'ai encore du temps, c'est qu'on est fait, non, c'est pas... Sur le patrimoine à préserver, donc nous on a identifié notamment les cités jardins donc sur Gerland. Alors, on va se partager. Donc rapidement, sur la première question, j'avais cité le fait d'avoir un panel de citoyens qui suivent les décisions de la concertation. On amont 12 outils, également le budget participatif. Donc nous, c'est 5% du budget d'investissement de la ville qui serait un budget participatif, et ça serait des projets d'arrondissement. Et deuxième outil qui a aussi été cité, c'est le référendum, soit le référendum proposé par le maire ou la maire, ou le référendum d'initiative citoyenne. Je trouve que la question de la densité du développement urbain est particulièrement intéressante. Intuitivement, une ville écologique est une ville dense parce qu'on mutualise les ressources, on limite les déplacements, etc. On limite aussi l'étalement urbain et l'artificialisation des sols en périphérie. Néanmoins, on estime que le quartier de la Guillotière est assez dense comme ça, donc s'il y avait des changements urbains à faire à la Guillotière, ça serait dans les bâtis existants, faire des logements sociaux dans les bâtis existants, reconstruire, etc. Enfin, en tout cas, on ne voudrait pas densifier la Guillotière, même si intuitivement, une ville écologique est une ville dense. Et sur le patrimoine, nous, on a identifié la rotonde de la Mouche qu'on voudrait préserver et travailler avec la SNCF pour que ça soit un vrai lieu pour les féribopates notamment. Je me permets de compléter rapidement. Donc, Raphaël Michaud, bonsoir. Je comprends que ce soit compliqué la question de la concertation, parce que la concertation, pour moi, à Lyon, elle n'existe pas, et que vraiment il y a un problème de vocabulaire, et qu'on fait de l'information. Moi j'étais depuis 2009 avec Héloïse, avec Corinne, on était très nombreux à être là pour faire de la concertation, à proposer des choses, et c'est la première fois qu'il y a eu des collectifs qui se sont mobilisés et qui cherchaient à changer les choses. Et moi j'ai vraiment l'impression que la concertation à Lyon, c'est quelque chose qui n'existe pas et qu'il faut vraiment développer. Et pour ça, il me semble qu'on a la chance chez les écologistes d'avoir un projet qui soit clair. On sait que dans le 7e arrondissement, la priorité, c'est pas la construction de logements, c'est les équipements, c'est les espaces publics. On sait qu'il manque d'écoles, il manque de crèches, il manque de piscines, il manque de plein de choses, mais avant tout, ce qu'on veut, nous, c'est prendre le temps. Et donc, on n'est pas du tout pris à la gorge par notre volonté de remplir la ville à toujours plus haut, toujours plus gros. On n'a pas envie absolument de remplir la ville. Pour nous, on est à une densité qui est déjà très intéressante au niveau des logements, c'est pas la peine d'aller plus. Il faut d'abord s'occuper des habitants qui sont là. On ne s'inquiète pas sur le fait que nos collègues qui sont dans la métropole pourront faire le travail de densité à Bron, à Mi-Plaine. Il y a plein d'endroits qui sont en sous-densité, mais ce n'est pas là qu'il faut le faire. Et donc là, pour l'instant, nous, avec le budget participatif, on se dit qu'on aura des moyens. Et puis surtout, on se dit qu'on a le temps de faire la concertation. On n'est pas pressé de remplir le PLU, on n'est pas pressé de remplir des logements. Parce que si on veut des logements sociaux, on peut très bien racheter des logements existants, on peut très bien les transformer en logements sociaux. On n'a pas besoin absolument de courir vers plus de densité, plus de logements, plus d'habitants, parce qu'on voit bien maintenant les écoles débordent, on construit des écoles n'importe comment à Blandan, au milieu du parc. Enfin, des exemples, on peut en trouver des dizaines, c'est le grand n'importe quoi. Donc oui, il y a une priorité politique, c'est de dire on fait de l'espace public, on fait de la végétalisation, on fait des équipements publics, et après, une fois qu'on a dit ça, on concerte sur comment on le fait, avec qui on le fait, et comment est-ce qu'on garde de l'artisanat et des activités productives en centre-ville. Est-ce qu'on peut remettre des questions? Bon, je vais essayer de m'en souvenir. Sur les processus de concertation et de suivi aussi de la conformité des projets. Alors je parlais de votation citoyenne pour lieu en commun, de pouvoir d'interpellation, de choix des concertations. Je rajouterai quelque chose de plus institutionnel, c'est de redonner toute leur place aux arrondissements et aux élus d'arrondissement qui sont en tant qu'élus locaux en première ligne avec les citoyens, mais qui aujourd'hui
n'ont pas nécessairement les prérogatives que la loi leur a pourtant données. C'est une observation qu'a fait la Cour régionale des comptes dans son rapport en décembre 2019 à la ville de Lyon, à savoir que le conseil municipal de Lyon ne retranscrivait même pas aujourd'hui les avis qu'émettaient les conseils d'arrondissement au moment où ils délibèrent des projets. Le conseil municipal n'a pas connaissance d'un avis positif ou négatif du conseil d'arrondissement du 7e, ce qui est quand même fort de café. Le deuxième élément, c'est que la loi MAPTAM, qui a instauré la métropole de Lyon, a tout simplement évincé, fait disparaître le mot des arrondissements. C'est-à-dire que les arrondissements n'existent pas, il n'y a que le maire de Lyon qui est finalement l'interlocuteur de la métropole. Donc un arrondissement de 82 000 habitants comme le 7e arrondissement est aujourd'hui pas pris en compte dans les instances métropolitaines. Donc on souhaite remettre l'arrondissement au cœur de ses prérogatives et de là pouvoir ensuite travailler en articulation avec les habitants. On pense que c'est aussi un gage de suivi des projets. Sur l'équilibre entre densité et développement urbain, puis je vais faire court, je parlais tout à l'heure du modèle lyonnais qui agit un peu en tant que centrifugeuse. Il prend tout ce dont il a besoin en termes de richesse économique, de flux de population, et puis il se débarrasse de tout ce dont il n'a pas besoin par rapport à ce modèle économique. L'idée, nous, c'est pas être sur la compétition, concurrence entre les territoires, c'est travailler en coopération avec les autres villes voisines que sont Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse, Grenoble, pour faire en sorte que finalement on travaille en coopération sur à la fois les flux démographiques, les activités économiques, et non pas en opposition. Parce qu'aujourd'hui la densité on va la subir, c'est-à-dire qu'avec 15 000 habitants par an, on densifie de force, parce qu'en plus on s'est donné cet objectif. L'idée c'est de mieux partager, c'est pas normal qu'à Saint-Étienne on trouve les prix de l'immobilier les plus faibles du marché à 45 minutes en TER de Lyon. On est vraiment sur des logiques complètement opposées alors qu'on pourrait être complémentaires. Sur les grands ensembles, alors je n'avais pas peut-être compris le sens de la question, mais moi ça m'a fait penser aux cités Jartres, ça m'a fait penser à la rénovation urbaine. On n'en a pas forcément sur le 7e arrondissement, mais ça m'a fait penser en effet aux cités jardins où on partage ce qui a été dit. On a un grand ensemble, pas forcément en hauteur, mais qui aujourd'hui finalement n'a pas été entretenu, avec des locataires qui subissent un niveau d'habitabilité, de rénovation thermique qui serait urgente. Qu'on a mis nous, dans le programme du 7e comme une de nos priorités. Et il me reste plus de temps. Et alors sans transition à toute vitesse, parce que je vous vois, vous avez froid, etc. On va prendre un temps assez court, mais quand même inspirant avec les architectes sur les nouveaux dessins, projets qui ont été faits. Puisque évidemment, nous aussi, on a appris plein de choses au cours quand même de cette concertation, en échangeant avec les autres acteurs, et puis avec les gens dans le quartier. Donc, voilà, c'est pas ça. J'en profite aussi pour vous dire qu'à la fin, il y a un apéro. Donc, de quoi réchauffer un peu, etc. Et globalement, après ce court interlude, il y a une petite phase de questions, moins de questions tout à l'heure. Et ensuite, c'est l'apéro pour aussi discuter de façon plus libre tous ensemble. La lumière. Donc, petite interlude, c'est pour vous dire que finalement l'outil du dessin qu'on vous présentait tout à l'heure, il est toujours, l'activité avec Thomas Dragon, on a toujours à cœur. Et donc, on continue ce travail d'hypothèse. Avancer ici sur ce point. Donc, vas-y, Alex, avance. Donc, voilà, dessin, encore une fois, le dessin comme outil de représentation du réel, le dessin comme outil de représentation de ce qui était prévu de faire, et puis le dessin, comme on vous l'a dit, pour proposer d'autres situations dessinées, qui ont été présentées tout à l'heure, et qui ont été continuées, c'est-à-dire que suite à une première réunion de concertation, enfin la première réunion publique que nous organisons, nous avons proposé un autre dessin, faisant émerger d'autres acteurs, et aussi une forme on a commencé à quantifier ce qui était possible de faire sur cette idée. Et puis pour continuer, l'étape de la co-construction arrive, donc il y a des réunions de co-construction. Marine vous a expliqué tout à l'heure voilà, notre avis dessus, mais on a voulu livrer et se dire quel autre chemin possible pouvait se dessiner suite à cette co-construction. Et en fait, on avait un peu à jouer entre deux choses, c'est-à-dire que l'image qui est à gauche, qu'on va voir un peu après, qui est finalement ce qui serait un peu responsable de faire et normal de faire, ce qui était un peu dessiné et ce qui nous semble ressortir, et notre interprétation,
des réunions qui ont été organisées par la métropole. Donc si on suit, voilà, donc ça c'était de se dire finalement aujourd'hui, si on pensait l'urgence écologique de façon un peu responsable, on profiterait de toute opération pour finalement rendre des sols perméables et produire de la nourriture et la production manufacturière en ligne. Donc ça pourrait être une sorte d'idéal en un sens. Et l'autre projet qui était finalement proposé, qui était celui de l'OAP, qui est le suivant, qui était un autre extrême en son sens. Et donc du coup, comment on équilibre un peu ces deux éléments. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer d'interpréter les premiers éléments de la construction autour d'un souhait collectif pour cet îlot qui nous semblait une sorte d'intensité heureuse, c'est-à-dire pas forcément une grande densité, mais un juste regard, enfin une réponse juste en tout cas, au regard de l'écologie et du social. Donc on va vous présenter succinctement ce qui serait un peu une espèce de bilan dessiné du collectif, bilan dessiné du collectif suite à cette concertation. Ça n'engage bien évidemment que ceux qui tiennent le crayon, mais ça, en tant que candidat et ou élu, vous le savez. Donc en gros, ce qu'il en ressort, selon nous, c'est un îlot peu dense, qui mélange de nombreuses activités et acteurs, qui évite ce remembrement parcellaire délétère à l'habitabilité de la ville, et en somme, qui offre une hypothèse mesurée et à l'échelle de ce qui l'entoure. Ça ne veut pas dire qu'on est en effet en retrait de toute logique de densification, ça a l'air d'être un sujet qui tient à cœur. Ce serait un NIMBY, c'est-à-dire quelqu'un qui ne voudrait pas qu'on construise devant ses fenêtres ni dans sa cour. Mais par contre, c'est un projet qui vise la conservation en effet de 95% de ce qui est en présence, s'appuyant notamment sur ce bon vieux rapport de l'ADEME dont on va parler tout à l'heure, qui quantifie à 80 fois plus de tonnes de ressources pour construire que pour réhabiliter, en logement collectif et équipement. En somme, ce projet vise plutôt à réhabiliter, recoudre, réparer, raccorder, réconcilier, enfin aménager plutôt qu'à aménager. Donc on va passer très rapidement parce qu'il fait froid. En gros, une petite vue de la place, comme on aime bien les faire, ce serait du coup une occupation de l'angle assez douce. On conserverait une petite vue vers le Citroën et une porosité malgré tout de l'îlot. Donc cette question était sujet de beaucoup de débats. On présente rapidement les choses, mais l'enjeu n'est pas tant en effet quantitatif que qualitatif. Donc en gros, on a fait graviter un certain nombre de programmes qui sont tous issus de différentes réunions qui ont eu lieu avec les services, qu'on en profitera pour remercier, que je ne perçois plus. Mais en fait, différents souhaits qui sont exprimés. Donc il y a des invariants, donc le non-remembrement parcellaire ou tout du moins remembrement à minima, la conservation de l'entièreté du bâti, la conservation de l'entièreté des activités sur site, donc par un jeu en effet de transfert, quand on détruit un côté, on reloge le garagiste d'un côté, d'un autre, etc. etc. Je crois que chacun ne ferme pas pendant un an. Donc on va peut-être passer, on va les faire un par un, histoire de... Donc voilà, la conservation de ces immeubles-là. On inclut aussi la petite maison propriété de la métropole et actuellement en bail précaire, tout à droite. On crée du coup on peut imaginer une traversée piétonne qui elle serait plutôt transversale que diagonale, car en fait diagonale, comme on n'a pas remis le parcellaire ici, mais l'inconvénient majeur d'une diagonale serait absolument de tout chambouler, et on pense qu'on n'est plus à l'époque d'Haussmann, mais bien plutôt dans une époque où on va se satisfaire de ce qui est là, voire même en tirer pleinement parti. À l'angle, ce fameux équipement tant plébiscité qui est une crèche, la crèche qui est aussi un invariant programmatique de longue date. Pourquoi pas un petit immeuble de logement, pourquoi pas Socio au-dessus, qui viendrait tenir la place, et c'est le bâtiment qu'on a vu sur la première perspective. Ensuite, on pourrait lui accoler tout à fait à la place du carrossier aujourd'hui un deuxième petit immeuble qui pourrait relocaliser de Chat-Perché à rez-de-chaussée, qui est sur le parvis à droite. On continue. La parcelle qui est aujourd'hui sans conteste propriété du promoteur UTEI, qui est à l'angle, qui est le partie de garage Eliticar, pourrait en effet voir
bon vieil immeuble bien PLU et pourquoi pas rentable, parce qu'on n'est pas allergique à ça. Ici, donc le chat perché, du coup, reprendrait peut-être à sa charge le garage multicar. On pourrait éventuellement enlever la dernière travée, redonner un poil de verdure, parce que de toute façon, c'est trop grand pour éventuellement trop grand. Donc on réhabilite ça aussi. Ce qui est à côté, donc, qui est visé par l'occupation temporaire, donc le bâtiment des télécoms pourrait tout à fait subir une petite transformation, pourquoi pas un peu ambitieuse, car on n'est pas non plus allergique à ça. Le rehausser de 2 étages sur sa partie côté Citroën, se servir du garage pour abriter un équipement de quartier. Il avait beaucoup été question de ça pendant la concertation en fait. On manque terriblement de salle des fêtes. D'endroits comme ça en fait, ces lieux-là n'existent pas et n'existent non plus, dans lesquels on peut se retrouver et puis et parler de ce qui nous tient à cœur. Donc voilà, pourquoi pas de logement social, coopératif, ou peu importe, un équipement de type salle des fêtes, des bains de douche, une bagagerie. On pourrait aussi tourner justement avec les spécificités du quartier qui sont des foyers pour sans-abri. Au centre, profitant de cette traversée, qui est un magnifique alibi pour créer un peu de logement intermédiaire, le logement intermédiaire un peu vulgairement, de l'habitat, de la maison individuelle accolée, des petites choses où il y a encore un pas de porte et qui sont des lieux qui n'existent plus vraiment dans la vie contemporaine, comme on a bien vu avec une espèce de logique d'îlot couronne au début. Voilà, et puis après, donc on en revient à l'extension du domaine de la lutte, disait l'autre. Alors on pourrait réfléchir, d'un point de vue symbolique, ce serait pas nul, au 52 rue Montesquieu, donc en haut à droite sur l'image, qui est aujourd'hui une ruine, la ruine d'une concertation qui, je me tourne vers vous, qui a été réussie pour un point et un échec, je pense, pour d'autres. Et donc pourquoi pas reconstruire cette ruine comme une espèce de symbole. Donc déjà une façade ou deux pour finir. Donc là, ça par contre, le coup est parti, et je cite René Marquand, sur le îlot vers le Citroën. Donc ça va être du logement, je crois que c'est une opération mixte en social. Ah, c'est que social, ok. Voilà, c'est tout. Bière. Alors, on peut relever, merci. Ok, merci pour cette présentation. Donc on va terminer par quelques questions rapidement. On va faire beaucoup plus court que le premier acte, promis. Et ensuite on prendra des dernières questions, alors peut-être sur les travaux du collectif au candidat, selon ce que vous souhaitez. On démarre. Est-ce que quelqu'un pourra s'occuper de faire passer les diapos? Super, merci. Alors c'est une question justement un petit peu sur la question de la densité. Qui propose de répondre de façon un peu humoristique aussi. Plusieurs rues détruites du quartier témoignent du fait que la densité rime parfois avec une profonde dévitalisation urbaine. Une ville dense est aussi une ville chère. Les classes populaires, comme désormais une majorité de citoyens, sont reléguées toujours plus loin. Remède à l'étalement urbain? Pas si sûr. Ce dernier s'est poursuivi et même parfois accéléré, et avec lui les mouvements pendulaires accompagnés de leur pollution. Donc, question suivante, à choix multiples, vous avez 2 choix. Vous avez de la chance. Le seul problème, c'est que je crois que vous n'avez que des papiers qui vont de A à D. Or, il y a une réponse E. Mais la réponse E, vous pourrez utiliser un carton rouge, puisque vous verrez que la réponse E est un peu différente. Alors, réponse A, pour vous, l'îlot Mazagran, c'est réponse A, la possibilité d'une ferme urbaine. Réponse B, un îlot artisanal et patrimonial. Réponse C, une opportunité pour créer un projet qui remédie au dysfonctionnement ou manque d'un quartier déjà dense. Réponse D, la preuve que le PLUH est clairement dépassé et doit être modifié. Réponse E, la question où vous n'avez pas de papier, l'occasion de construire 120 logements. Et pourquoi pas davantage? Alors, du côté donc, des Verts, on a une réponse B et C, donc un îlot artisanal et patrimonial et une opportunité pour créer un projet qui remédie au dysfonctionnement au manque des cartes denses. De même, du côté de Lyon en commun,
l'instant, mais d'accord. Bon, alors, donc, de même du côté respiration et de même du côté de la gauche, on a fait des réponses au îlot artériel et patrimonial et une opportunité pour créer un projet qui remédie au dysfonctionnement. Ensuite, donc, on va se passer. Donc, on a une question sur la place des activités associatives. Donc ici, on est au Chaberché, on a un bail précaire qui est très en dessous du prix de marché. Et c'est ce qui permet aussi aujourd'hui à l'activité de se poursuivre, puisque aussi en fait, on n'a plus des contrats aidés dans ce pays, et donc voilà, c'est déjà des modèles qui sont relativement précaires, et donc on s'est posé la question dans le collectif, à qui doit s'adapter dans cette histoire. Et donc notre question est, quelle est votre vision de la place des activités associatives dans des opérations de type îlot Mazagran? La réponse A, c'est les baux précaires font partie du modèle associatif, pas cher mais de courte durée, c'est comme ça, on n'y peut rien. Le B, donc c'est aux opérateurs immobiliers de tenir compte des capacités financières des associations pour adapter leur modèle économique, non l'inverse. Question et réponse C, c'est aux politiques publiques de venir en aide aux associations avec une prise en charge partielle du loyer et ou d'adapter le prix de vente des terrains dans le cadre de foncier initialement public. C'est vrai que c'est un petit peu facile de dire les trois, par exemple, ou des essais, mais voilà, si vous avez une prédominante au moins. Alors, pour Europe Écologie Les Verts, c'est la réponse C, c'est aux politiques publiques de venir en aide aux associations. Pour Lyon en commun, on est en débat. Pour... Alors, il y a aussi du débat pour respiration, non, un B. C'est un C, c'est aux politiques publiques de venir en aide aux associations pour Gauchigny. Pour respiration. La question c'est si opérateur immobilier vous mettez les bailleurs sociaux dedans. Si dans opérateur immobilier vous intégrez les opérateurs, les bailleurs. Bon, on comprendra que c'est une manière de répondre B avec une question, voilà. Et puis pour Lyon en commun, Lyon en commun est toujours en débat. C'est vivifiant. Oui, mais si vous pouvez aller plus vite. Du coup, arbitrairement, c'est mon avis qui prime, mais c'est bien. J'ai moins parlé que lui. C'est la réponse B, c'est aux opérateurs immobiliers de tenir compte des capacités financières des associations. Une question 5, un peu démocratie. Alors c'est une question double. L'occupation temporaire comme laboratoire du projet et préambule à son devenir laisse une place à l'imprévu pour tester d'autres manières d'occuper l'espace, d'autres manières de dialoguer sur les usages et le devenir d'un lieu, à condition d'y associer les habitants. Question oui non. Une fois élu, donnez-vous votre aval rapidement pour l'occupation temporaire du bâtiment de Grand Lyon Habitat sur l'îlot Mazagran, attenant à celui où nous nous trouvons actuellement. Carton rouge, carton vert, carton jaune. Alors, un carton vert, donc oui pour respiration, oui Lyon en commun, oui les verts, et oui du côté de la gauche. Pareil, en fait on note, vous notez bien vous aussi pour le public. Voilà, très bien. Une petite question annexe. Je pense qu'il y a une précision à faire sur cette première Il y a une petite précision à faire sur cette question. Il y a un signal quand même assez fort qui a été donné par la métropole ces derniers mois avec un appel d'offres qui a été remporté par un opérateur lyonnais qui s'appelle Intermed, qui gère déjà les réels du Faubourg, et une équipe pluridisciplinaire pour mener plusieurs opérations d'occupation temporaire avec l'organisme transitoire sur la métropole. Donc voilà, c'est un groupement qui a été désigné il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'il y a un signal assez fort derrière cette décision. Et une question un peu annexe, mais qui n'est pas si annexe que ça. Une fois élu, vous remarquerez que la question vous engage un peu. Engagez-vous un dialogue constructif avec l'espace communal guillotière, c'est-à-dire le squat récemment ouvert sur l'îlot. Alors, on a dit
Lyon en commun et les Verts. Et oui, côté gauche-chimie et respiration, eh bien, en tout cas, on transmettra le message. Je pense qu'il y a encore peut-être des gens d'espace communal ici. Oui. Donc, on leur dira qu'ils peuvent s'attendre à l'intérêt rapidement, si ça leur fera plaisir. Avant la discussion, c'est très bien. Et on finit par... Alors, on voulait justement terminer par une question qui n'est pas facile, qu'a soulevé un petit peu le monsieur là-bas. Alors c'est vrai que c'est souvent une question sur laquelle le collectif est très virulemment attaqué. Ouais, mais la densité, sinon c'est l'étalement urbain. Non, on a bien vu que non, les choses ne sont pas si simples. C'est pas du tout évident que quand on construit et qu'on met tout vers le centre aussi, les prix montent et il y a une façon de rejeter les gens aussi à l'extérieur de la ville. Donc c'est des logiques qui sont très très difficiles à comprendre, à analyser. Il faut avoir beaucoup de prudence, probablement, avant de voir une sorte de manichéisme comme ça. Le collectif Habitons Mazagran observe qu'il ne suffit pas de construire des logements sociaux et des logements en accession pour maintenir des quartiers populaires au centre de la ville. Ceux qui ne peuvent plus payer leur loyer ne se voient pas forcément attribuer un logement social à proximité. Les ateliers ont pratiquement, d'ailleurs, tous disparu, faisant disparaître les emplois qui y étaient associés. La ville-centre sera-t-elle demain réservée au col blanc, aux activités tertiaires, et les citoyens les plus pauvres relégués toujours plus loin? C'est une question ouverte aux candidats. Quelles seraient vos propositions pour répondre à cette problématique? À la base, je pense que c'est important de rappeler que quand on veut garder de la mixité, il faut qu'il y ait une politique du logement qui soit complète, qui soit volontariste. C'est-à-dire qu'à la base, se dire que le logement va naturellement se réguler et qu'il va y avoir naturellement la main invisible du marché, c'est vraiment des conneries. Et qu'à la base, si on veut faire des choix politiques, il faut un investissement politique et un investissement financier au départ, qui va se traduire par la construction de logements sociaux. Pour l'instant, si on dit qu'il y a 10 000 logements sociaux, 10 000 demandes qui sont obtenues chaque année, alors qu'il y a 70 000 demandes qui sont déposées, ça veut dire qu'il faut, à la base, qu'il y ait plus de logements sociaux. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des logements qui sont actuellement libres, qui deviennent sociaux. Il va falloir qu'il y ait des endroits où on arrive à construire de manière modérée des nouveaux logements. Mais si on veut de la mixité, à un moment ou à un autre, il faut se donner les moyens de pouvoir aider les plus modestes et les plus fragiles à accéder au logement. Et ça passe d'abord par le logement social. Après, ça passe aussi évidemment par la maîtrise du foncier, c'est-à-dire qu'il faut une vraie politique foncière qui permette de garantir, quand on tient un foncier, on n'a plus le droit de le céder. Nous, on propose un moratoire sur tous les fonciers publics, en partant du principe qu'on ne vend plus rien. C'est déjà suffisamment compliqué pour en acheter quand on a besoin de construire une école ou autre chose. Maintenant, on arrête de les vendre. L'encadrement des loyers, c'est évidemment un signal qui est envoyé aux promoteurs sur le fait que maintenant, on arrête de laisser la ville aux investisseurs et c'est les habitants qui l'occupent. Ça, c'est vraiment très important. Après, on développe l'habitat coopératif et l'habitat participatif pour sortir les biens du marché et arrêter d'être dans cette logique de spéculation. Et via cette politique complète, qui est une politique de logement globale et qui doit avoir un budget suffisant pour pouvoir aller jusqu'au bout, on est en mesure de garantir le fait que les plus modestes puissent rester en ville. Après, le fait qu'ils aient un travail aussi, et que ce soit notamment des travaux, et que ce soit la possibilité de garder de l'artisanat sur place, c'est très important. Ça se fait dans des rez-de-chaussée, ça se fait dans des hangars comme ça. C'est très important et ça passe par la capacité de la collectivité de mettre à disposition des locaux qui soient déjà aménagés ou des terrains sur lesquels on puisse faire du développement artisanal. Et là, pour le coup, si vous lisez notre programme, vous verrez plein de sites artisanales et plein de locaux que la collectivité mettra à disposition des entreprises pour permettre de garder de l'emploi manufacturier sur le 7e arrondissement, puisque c'est sa tradition. La question, je la trouve assez dense parce qu'elle aborde à la fois la question du logement, qui est pour nous une question centrale, et puis la question de l'activité économique. Donc sur le logement, je ne vais peut-être pas y revenir, mais je vous rappelle ce que je disais, c'est la question du modèle lyonnais. Tant qu'on est sur l'attractivité à tout prix, on est sur un prix des populations qui se fait mécaniquement avec l'envolée des prix de l'immobilier et tous les correctifs qu'on pourra y faire, encadrement des loyers qu'on propose, vice foncier solidaire, logements sociaux, taxation des Airbnb, ne suffiront pas s'il n'y a pas une révision du plan local d'urbanisme, de l'habitat et ses grands objectifs.
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, sur le maintien de l'activité, je dirais que ce qu'on veut pour le 7e arrondissement, c'est ne pas reproduire le modèle de Gerland. À la fois créer de la banalité urbaine, un quartier dortoir et finalement de la spécialisation de l'activité économique avec les bureaux d'un côté, une difficulté à installer des rez-de-chaussée commerciaux et de l'activité proximité de l'autre. Le contrepoint, c'est par exemple ici, c'est l'imagination pouvoir. Quand vous avez un peu de petits ensembles, de ce patrimoine ordinaire, là, vous avez l'atelier du Chat-Perché, vous avez la coopérative d'habitants de la Garousse, vous avez les jardins d'Amarante, vous avez l'espace communal de la Guillotière, de multiples initiatives qui fourmillent à petite échelle et qui font la richesse de la ville. Bouygues est capable de faire des gros projets, mais fait beaucoup de standardisation, reproduit d'un modèle à un autre, d'une ville à l'autre. Faire de l'acupuncture, pour reprendre le terme, et ben ça permet de libérer justement un peu une intelligence citoyenne, c'est ce qu'on essaiera de porter. L'artisanat en fait partie. Donc on peut travailler les rez-de-chaussée commerciaux, on peut travailler la question des locaux accessibles pour les commerces, on peut avoir une foncière du commerce de proximité, c'est possible. On peut avoir aussi un guichet unique pour que les bailleurs sociaux mettent à disposition des commerçants les rez-de-chaussée qui sont difficilement louables ou difficilement habitables pour les habitants. C'est aussi un levier intéressant pour accueillir le commerce en proximité. Ça se pratique dans d'autres collectivités. Je ne l'invente pas. Oui, alors effectivement, nous, le modèle de l'attractivité économique à tout prix, au détriment de la qualité de vie des habitants, des gens qui vivent réellement sur place, c'est pas du tout là-dessus qu'on a envie de continuer, bien au contraire. Effectivement, les projets qui se sont menés récemment à Gerland, comme le ZAC des Girondins, par exemple, pour nous, c'est vraiment le contre-exemple. Enfin, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, effectivement, il y a des choses à concilier, absolument. L'importance du logement et de rendre le logement accessible et la préservation d'une qualité de vie où effectivement on n'est pas entouré de tours bétonnés, etc., où on garde des espaces verts, des lieux de respiration, des lieux de rencontre. La question du logement, on peut déjà y répondre de plusieurs manières. Ça passe pas forcément par des constructions nouvelles. C'est bien pour ça que nous, par exemple, on s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de démolition sur des lieux comme ça d'intérêt patrimonial. Ça passe par les logements vacants. Dans le 7e arrondissement, il y en a quasi 8%. La régulation d'Airbnb, puisque à cause de ce phénomène massif de spéculation autour de Airbnb, c'est autant de logements qui sortent du marché locatif, qui sont achetés uniquement par des investisseurs qui le louent à prix d'or toute l'année. Donc nous, on veut limiter à 45 nuits par an et par logement, donc le fait de l'affecter à Airbnb. Donc ça permet aussi de récupérer des logements. Ça passe aussi par la réhabilitation de logements existants. Je parle très vite aussi de la rénovation thermique des logements qu'il faut absolument engager et pour lesquels on a prévu des enveloppes conséquentes, notamment au niveau de la métropole. Voilà, et tout ça pour promouvoir des types d'habitat, pour mixer justement les générations, les manières d'habiter. Donc je pense à l'habitat participatif, bien sûr, on en a des exemples pas très loin d'ici. L'habitat intergénérationnel, pour une solidarité aussi, un échange entre générations, pour la mutualisation d'espace, donc autant de lieux de rencontre, etc. On voit que ça rejoint aussi vraiment des souhaits de la population quand on voit ce qui se passe sur cet îlot Mazadran et la manière dont les habitants, dans les associations, etc. s'emparent des espaces. On voit bien que c'est ce genre-là de besoins aussi qu'il faut absolument répondre. Alors, quelques mots de réponse. Je reprends les mots de Laurent Mosetti tout à l'heure. Moi je ne sais pas ce que c'est que le tri de la population. Moi ce que je constate, c'est que sur les opérations neuves qui sortent à Gerland, on a 50 à 60% des acheteurs de ces opérations neuves qui sont des Gerlandais. Donc ça prouve bien qu'il y a une volonté aussi de rester sur ce territoire. Pour autant, je pense qu'on est tous d'accord, tous les quatre, pour dire que l'effet de ruissellement qui a été porté par le maire actuel de Lyon et ancien président de la métropole, comme quoi une fois que l'attractivité est en place et que le dynamisme économique est présent, ça permet de régler tous les problèmes. On voit bien que ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Je crois qu'on est d'accord tous les quatre pour dire qu'il y a un besoin énorme d'investissement sur les équipements publics, y compris sur les commerces de proximité. Et on a déjà une foncière qui existe aujourd'hui pour gérer le commerce de proximité. Elle va être mise en place sur le secteur des Girondins pour la maîtrise des rez-de-chaussée d'activité et rez-de-chaussée à vocation commerciale, pour permettre justement à la fois la diversité, la maîtrise des loyers et la maîtrise
des activités qui seront développées. Ce type d'outils, on peut aussi le développer par ailleurs, et c'est vrai que dans les réflexions qu'on porte aujourd'hui sur le secteur Péri, le secteur Péri, la Grande Rue de la Guillotière, la rue de Marseille, on aimerait aussi pouvoir développer, en tout cas mobiliser cet outil-là pour à la fois maîtriser les loyers qui sont proposés et la diversité commerciale. Sur les rez-de-chaussée artisanaux, c'est une vraie priorité aussi pour nous. Je prends qu'un exemple, celui de la route de Vienne. Aujourd'hui, sur la route de Vienne, on a beaucoup de rez-de-chaussée qui sont vides. On a une activité qui va partir, c'est celle des Halles du Faubourg. On aimerait pouvoir maintenir, dans le cadre de l'opération qui se déroulera sur le secteur du Vivier et sur cette route de Vienne, de pouvoir maintenir des rez-de-chaussée d'activités commerciaux. C'est déjà prévu sur les opérations neuves, mais on aimerait le faire aussi sur le logement, sur les bâtiments existants. Sur le logement social, on a aujourd'hui un vrai déficit à rattraper sur le secteur Guillotière par rapport à Gerland. Donc notre priorité, c'est bien développer le logement social à Guillotière, mais de le faire dans l'habitat existant, et c'est déjà ce qui se fait avec une dizaine d'opérations de rachat d'immeubles dans le cadre de mutation, rachat par la collectivité, confié ensuite à des bailleurs, opérations de renouvellement, de rénovation de ces logements, y compris de rénovation thermique, afin d'augmenter notre taux de logements sociaux ici sur Gerland. C'est des choses qui sont, je ne vais pas y arriver, sur Guillotière, qui sont vraiment importantes. Voilà. Merci vraiment beaucoup, Judith, d'avoir prêté au jeu, d'avoir respecté le temps de parole. Aussi, c'est un univers qui n'est pas facile. On a déjà envoyé les thématiques à l'avance, mais c'est vrai que vous avez envoyé des questions, pas par piège, mais simplement parce que c'est complexe et qu'on a mis beaucoup de temps de notre côté pour les établir et faire quelque chose qui soit un peu fin. Donc voilà, j'espère que voilà, ça a un peu éclairé ma femme aussi sur ce que je pense les 4 candidats présents, enfin les 4 autres petits candidats présents. Et merci à vous aussi tous et toutes d'être restés comme ça dans le froid pour cette réunion publique. Je retiens tout ce que vous avez dit et je pense que c'est un peu inutile, mais je vais quand même le rappeler qu'on attend un vrai virage politique sur la manière de travailler avec les habitants pour la suite. Donc j'espère que ça sera vraiment quelque chose du prochain moment. Merci. Et oui, il y a un petit peu d'effort, aujourd'hui ça nous réchauffe, on va collectivement manger les chaises. Et comme on disait, il y a bien un apéro, donc